Alors bonsoir à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir pour cette nouvelle séance des lundis numériques des collègues de l'ENSIB, donc l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, et également du CNRS. Donc Delphine Mérien, qui est responsable du pôle prospective et du label ENSILab à l'ENSIB. Catherine Muller, qui travaille aussi à l'ENSIB à la mission publication de la recherche. Et Henri Sergent, ingénieur d'études au CNRS, qui travaille avec l'ENSIB sur le projet HyperOutlet. La séance se déroulera en plusieurs temps, donc une présentation du label ENSIB Lab, ensuite une présentation du projet HyperOutlet, suivi d'échanges avec la salle, donc vous pourrez poser des questions sur ce projet-là. Ensuite viendra la présentation du projet BiblioTouch par Delphine Mérien et on finira la séance par donc une nouvelle session de questions-réponses sur ce projet et également sur le label ENSIB Lab. Donc merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation et je leur laisse la parole parce qu'ils sauront bien mieux parler que moi. Bonne soirée. Merci beaucoup. Alors, j'espère que vous m'entendrez bien. Nous sommes absolument ravis d'être là aujourd'hui et d'avoir la chance de vous présenter nos projets, j'allais dire, en cours et à venir, puisque les deux initiatives sur lesquelles nous allons faire un focus ce soir sont des projets qui sont en train de s'effectuer avec des équipes assez nombreuses, dont vous avez un très léger échantillon devant vous. Et toutes ces initiatives sont labellisées ENSIB Lab, qui est donc le label dont je vais vous parler pour l'instant. Donc ENSIB Lab, qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui, c'est un label ENSIB pour l'innovation. Donc la véritable question, c'est un label ENSIB, mais pourquoi faire ? Donc la première chose, c'est que l'ENSIB mène depuis 2010 une politique résolument tournée vers la prise en compte, l'accompagnement et l'étude des innovations dans les métiers de l'information et des bibliothèques, au travers d'abord de la mission innovation et numérique de l'ENSIB, qui a été créée en 2010, puis d'un service qui s'appelait ENSIB Lab lui-même. Et depuis 2017, à la faveur de la création du pôle prospective, dont je suis responsable aujourd'hui, sachant que j'étais déjà responsable du service ENSIB Lab et que j'étais membre de la mission innovation et numérique de l'ENSIB, donc le label a été créé en 2017 de façon à donner un point de repère à des travaux de type études et enquêtes, des projets de recherche, différents types d'expérimentation, et j'y reviendrai, et un certain nombre d'événements ayant pour point commun d'être liés à une forme d'innovation, toutes innovations qui ont trait donc au champ et à l'exercice des professionnels des bibliothèques et des sciences de l'information, et pas uniquement à ce moment-là bibliothécaires ou documentalistes, mais bien enseignants-chercheurs et professionnels du livre au sens large. Et ce, de façon à éclairer de la manière la plus large possible les changements qui interviennent en termes d'espace, en termes d'aménagement des bâtiments et d'espace virtuel aussi, de services, et en particulier de nouveaux services qui se déploient, de l'évolution des compétences et des métiers qui sont liés à ces formes d'innovation et d'évolution profonde, et à une forme de connaissance, d'étude et d'accompagnement des pratiques et des usages, à la fois des professionnels et de nos usagers, toutes questions liées aux documents, aux données et aux réseaux, en particulier numériques. Donc, pour le dire en une phrase, tous les impacts de la dématérialisation documentaire, en particulier sur nos métiers et sur les usages associés. Alors, pour incarner un peu
plus précisément ce que ce label permet de repérer. Je vais vous parler de la dernière étude labellisée NCIBLab qui a été réalisée par Emmanuel Brandel, qui est ingénieur de recherche, docteur en sociologie, qui exerce au pôle prospective de l'ENSIB et qui est à la fois notre monsieur usager pour les expérimentations, j'y reviendrai quand je vous parlerai de Bibliotouch, et la personne qui est capable de créer des dispositifs d'entretien, des ateliers utilisateurs et évidemment de les mettre en contexte de manière experte. Donc la dernière étude qu'il a réalisée, dont la phase 1 a déjà été publiée dans la bibliothèque numérique de l'ENSIB et dont la phase 2 et finale, qui vient compléter la première publication, sera prête cet été, est vraiment centrée sur l'impact d'un projet d'innovation pédagogique numérique sur les collaborations entre équipes pédagogiques et services de la documentation à l'université. Alors, en quoi c'est nouveau? Parce qu'on pourrait se dire, bon, à part l'innovation pédagogique numérique qui s'installe de manière disparate selon les établissements, il y a le fait que, à notre connaissance, aucune étude n'avait jusqu'à présent caractérisé les modalités de collaboration entre équipes pédagogiques et professionnels des services documentaires dans un contexte universitaire, et ce, de façon vraiment systématique, en cherchant à identifier chacune des dimensions collaboratives et des critères qui permettent l'émergence d'une collaboration efficace. Donc, j'exerce à l'université, je cherche à nouer un lien plus profond et plus productif avec les enseignants-chercheurs. En tant que professionnel des bibliothèques et de la documentation, quels sont les leviers sur lesquels je peux agir pour optimiser notre collaboration d'une certaine manière et en créer des initiatives productives et pérennes, qui est une question qui n'est pas nouvelle, mais qui a trouvé à s'exprimer de cette façon vraiment positivement. Donc il faut savoir que cette étude NCIBLab s'inscrit dans un contexte qui est beaucoup plus large, puisque un premier projet d'appui qui permet en fait de créer ce contexte est porté par le service commun de la documentation de l'Université de La Réunion, qui a répondu à l'appel à manifestation d'intérêt 2016 du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à l'époque, sur la thématique production et éditorialisation de ressources pédagogiques et accompagnement de leurs usages, avec l'objectif pour eux de valoriser et de suivre un projet qu'ils avaient baptisé des e-books pour la licence, avec l'idée de donner une nouvelle dimension à leur offre documentaire en lui associant systématiquement un volet numérique pour l'ensemble des étudiants de licence en collaboration avec les enseignants de façon à accompagner et renforcer la réussite étudiante en premier cycle. Donc la première phase qui est déjà publiée, que vous pourrez trouver dans la bibliothèque numérique de l'ENSIB, restitue la méthode, le modèle d'analyse et les résultats de l'analyse des entretiens qui ont été menés donc, par Emmanuel Brandel avec les enseignants-chercheurs qui ont contribué au projet localement. Et dans la phase 2, cette étude première année a été complétée par des aspects portant sur le positionnement des professionnels de la documentation et le rôle pivot de l'ingénierie pédagogique. Donc vous pourrez retrouver cette étude complète cet été. Et pour partie, vous pourrez commencer à en consulter les résultats dès à présent. Le dernier événement labellisé, puisque j'ai parlé d'événements, c'est la Biennale du numérique 2017. Donc la Biennale du numérique, comme son nom l'indique, a lieu tous les 2 ans, les années impaires,
depuis 2011. Donc c'est un rendez-vous maintenant qui s'est installé dans le paysage des professionnels du livre de manière générale. Et le thème 2017 était la place des plateformes numériques dans l'activité des professionnels du livre, sachant que la Biennale du numérique a pour spécificité d'agréger et de réunir en octobre ou en novembre, tous les 2 ans, des professionnels de la documentation et des bibliothèques, des enseignants-chercheurs en sciences de l'information et de la communication généralement, mais parfois d'autres disciplines, des libraires, des éditeurs, donc vraiment les métiers du livre et ceux qui les étudient et les pratiquent au sens large. Le prochain rendez-vous, et je pense que c'est le scoop du jour, sera fixé les 18 et 19 novembre prochains, donc cette année 2019, avec pour thème le web vers une convergence des normes et des formats livres, revues et données. Donc réservez vos agendas. L'événement a lieu à l'ENSIB, donc à l'automne. Alors, concernant le projet de recherche en cours qui va vous être présenté dans quelques minutes par Catherine Muller et Henri Sergent, qui est également labellisé NCIB Lab. Donc, il s'agit du projet Hyper-Outlet, qui est un projet qui a été sélectionné par la campagne ANR 2017 et qui a le bonheur de cocher toutes les cases du label NCIB Lab, c'est-à-dire qu'il est à la fois interdisciplinaire, collaboratif et innovant, à la fois dans sa forme et dans son pilotage, et qu'il permet de combiner des recherches à la fois scientifiques, théoriques, et des recherches appliquées vers les résultats que détailleront tout à l'heure Catherine Muller et Henri Sergent. Et la dernière chose sur laquelle je voulais insister, c'est vous parler du prototype en cours de développement qui est également labellisé NCIB Lab, qui est issu d'un partenariat entre l'ENSIB et un bureau de création qui est spécialisé dans la valorisation des données, donc BIN pour Bureau d'idées nouvelles ou innovantes. Sachant que cette jeune entreprise innovante réunit les 2 compétences maîtresses que sont à la fois le design web et le développement informatique, tout en étant capable de créer des espaces scénographiques pour les musées en particulier, j'y reviendrai, avec la volonté de placer l'utilisateur au centre de la démarche de conception pour proposer des produits innovants. Et c'est là que notre monsieur usager de tout à l'heure a un rôle pivot essentiel. Voilà. Donc, je ne vais pas m'étendre immédiatement sur Bibliotoche puisque j'aurai l'occasion de vous le présenter tout à l'heure. La chose à retenir, c'est qu'effectivement, c'est une interface visuelle d'exploration des collections qui est complémentaire d'un catalogue classique de bibliothèque, avec le processus d'une expérimentation continue, je parlais d'expérimentation tout à l'heure, avec une gestion de projet qui se veut agile avec des boucles de rétroaction très régulières et une gestion très plastique d'une équipe qui est à la fois pluridisciplinaire, qui agrège des acteurs publics et privés, j'y reviendrai en deuxième partie de séance, et la volonté de créer un outil open source qui soit proposé à l'ensemble de la communauté des professionnels de l'information, dès lors que des missions de service public sont assumées et valorisées grâce à cet outil. J'y reviendrai. Donc sur le label NCIB Lab, je pourrais répondre à vos questions en fin de séance. Pour toute forme d'interrogation postérieure, si vous avez une idée qui vous vient dans 2 jours ou si vous souhaitez avoir des précisions, un seul contact, l'adresse nciblab@ncib.fr. Voilà.
bonjour. Donc, je réitère, comme ma collègue Delphine, nos remerciements de nous accueillir aujourd'hui, de vous intéresser à notre projet et de nous permettre avec Henri de vous présenter donc, le projet de recherche Hyper-Hotelet. Alors, je vais commencer par vous présenter le projet dans ses grandes lignes et Henri interviendra, lui, plus sur la partie technique. Puis Henri qui est ingénieur d'études et moi conservatrice des bibliothèques. Alors, n'étant pas chercheur, je vais placer cette présentation du point de vue du bibliothécaire, en fait, dans une approche historique des sciences de l'information. Il m'a semblé qu'il était intéressant de mettre en perspective l'émergence de ce nouveau concept de document dans le contexte culturel qu'il a vu naître. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer finalement dans quel contexte va se construire ce nouveau système d'organisation des connaissances, de la documentation, donc à la toute fin du 19e. Un système dont l'objectif est d'abord, pour Hotelet et à cette époque, de fonder une nouvelle science, la documentation. Alors certes, c'est une approche qui va rompre avec la tradition et la manière dont on envisageait l'organisation jusque-là. Mais je crois que c'est important de voir aussi que ce courant de pensée n'est pas du tout isolé à l'époque, qu'au contraire, Paul Hotelet s'inscrit dans un mouvement organisé en réseau qui va se constituer à ce moment-là. Pour ceux qui connaissent un petit peu Paul Hotelet et son œuvre, on a beaucoup dit de ce juriste et documentaliste belge, donc né dans la seconde partie du 19e siècle. C'était un visionnaire et un utopiste. Je pense que c'est oublié. En tout cas, il faut souligner que c'était tout d'abord un bâtisseur, et un grand bâtisseur et doublé d'un travailleur acharné, à qui l'on doit aujourd'hui la fondation de la documentation et de l'information comme discipline scientifique en tant que telle, telle que nous les connaissons aujourd'hui. L'intérêt de replacer les apports de Paul Hotelet dans cette histoire longue de la documentation et de mon point de vue, de pouvoir envisager les questions de rupture ou de continuité épistémologique. Et avec cette entreprise avant-gardiste, on va s'apercevoir que s'effectue effectivement un passage du concept de document d'un paradigme à l'autre, qui est à mon sens tout juste énorme pour les sciences de l'information et qui nous donne vraiment de la matière pour revisiter les enjeux contemporains des sciences de l'information, de la société de l'information, auxquelles nous-mêmes nous sommes confrontés avec l'entrée dans l'ère numérique et aux profondes mutations du document qui, à son tour, est réinterrogé, remis en cause. Alors, pour vous présenter rapidement le projet de recherche, donc Delphine l'a dit, il répond à un appel à projet de l'ANR 2017. Et il est porté par un consortium de 5 institutions que vous voyez à l'écran, piloté par Bertrand Muller. Nous n'avons aucun lien de parenté. Il y a un umlaut sur Muller, c'est voilà, une coïncidence. Et qui est directeur, lui, de recherche au centre Maurice Alpfar et spécialiste de la socio-histoire des pratiques documentaires. Donc ça vous donne déjà un premier angle d'axe. Sur l'équipe de recherche, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est sa pluridisciplinarité pour un projet qui va s'inscrire à la croisée des sciences de l'information et de la communication, des SIC et des Digital Humanities, et donc mobiliser des compétences et des profils très variés parmi ces 5 partenaires. Je ne vais pas les détailler ici. Et nous bénéficions également du soutien de l'infrastructure TGIR Humanum pour tous les aspects de conservation des données et même du soutien technique. Alors notre périmètre articule, comme on l'a dit, recherche théorique et appliquée avec la production d'un nouveau prototype de lecture et de navigation dans ce corpus de recherche qui est donc corpus, qui est donc le traité de documentation, le livre sur le livre. Donc une œuvre très dense, parue en 1934, à la fin de la vie de Paul Hotelet, 10 ans avant sa mort, puisqu'il meurt à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. À la fin, je veux dire, excusez-moi. Et ce qu'on doit retenir de cette œuvre,
3 caractéristiques. D'abord, c'est une œuvre somme qui donc rassemble, qui est une synthèse de tous les travaux antérieurs qu'a pu mener Paul Hotelet et qui vaut comme manifeste celui de la documentation. Il s'agit de fonder une nouvelle science à part entière comme discipline scientifique. Mais c'est aussi, on en a beaucoup parlé, une œuvre anticipatrice des technologies de l'information du XXIe siècle, une œuvre visionnaire. Alors entre autres, chose étonnante, par exemple le livre téléphoté qui va préfigurer l'e-book, le téléphone portatif qui annonce le portable, et j'insisterai sur cette célèbre table de travail, donc je reprends, c'est écrit dans le TD, table de travail qui n'est plus chargée d'aucun livre et auquel vont se substituer écran et téléphone, ça c'est dans le texte, qui pourrait préfigurer l'ordinateur d'aujourd'hui et plus largement anticiper le réseau d'Internet. Enfin et surtout, le TD nous intéresse parce que c'est une œuvre performative qui applique à elle-même les principes qu'elle énonce et qui du coup atteste en effet de ce changement de paradigme dont je parlais au départ. Je m'explique. Donc le document, donc en l'occurrence ici le traité de la documentation, ce sera non seulement un livre, d'après la définition éditoriale qu'on lui donne, c'est-à-dire une unité autonome, une publication fermée, stabilisée, mais aussi une encyclopédie documentaire, c'est-à-dire un ensemble ouvert, non stabilisé, constitué par des fiches successives qui vont être organisées selon une classification précise, qui, elle, est le point structurant de cet ensemble, et fiches qui vont constituer comme autant de séquences d'informations susceptibles d'être réagencées, complétées à l'infini. Comme l'écrit si justement Bertrand Muller, donc c'est une œuvre à la fois théorie, méthodologie et pédagogie de la documentation. Le traité de documentation est un objet paradoxal dès lors que le projet documentaire de son auteur est de dépasser le livre, de le délivrer de sa clôture, de désintégrer son contenu sur des fiches redéployées dans une encyclopédie documentaire. Donc les enjeux de recherche, je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour les exposer. J'en profite pour vous dire que la présentation a fait l'objet d'un article qui est publié sur le carnet de recherche de l'ENSIB, qui s'appelle Délices. C'est un carnet d'hypothèses qui est facile à retrouver. Moi, je vais plutôt revenir sur le livrable, donc un des objectifs du projet, qui est donc la production d'un prototype web, un dispositif d'éditorialisation critique de ce traité et dont la vocation va être justement de documenter le document, envisager donc ce document, le traité, comme un point d'entrée qu'on va faire entrer dans un processus dynamique de documentation, pour ne pas dire redocumentarisation, d'après la terminologie bien connue du collectif PEDOC dans le document à la lumière du numérique, paru en 2006. Et donc processus qui va nous permettre de générer un réseau d'autres documents reliés selon le schéma et cette logique d'hyperdocumentation donnée par Hotelet. Ce qui nous fera arriver à produire non seulement un texte qui sera augmenté, mais aussi un texte décomposé lui-même en documents susceptibles d'engendrer de nouveaux documents. Voilà, comme ça, à l'infini, un petit peu dans une sorte de mise en abîme. En termes techniques, Henri vous en dira beaucoup plus et mieux que moi sur cette architecture, nous allons aboutir finalement à produire un graphe de nœuds reliés en réseau. Voilà, donc je vais maintenant replacer cette nouvelle approche de la documentation, pour ne pas dire des données, donc dans le contexte qu'il a vu naître. Alors, replongeons-nous à la fin du XIXe siècle. Je vous invite à vous replonger dans cette époque, à l'aube d'une société de l'information naissante, qui entre de plein fouet en pleine industrialisation de l'information. On assiste à ce moment-là, début du XXe siècle, une accélération de la production documentaire, donc c'est vraiment des choses qui nous parlent maintenant, la prolifération des supports, photographie, phonographe, téléphone, cinéma,
et surtout la diversification aussi des formes. Donc c'est dans ce contexte, en 1905, que Paul Hotelet développe ce nouveau concept du document. Voilà, en partant du constat que la connaissance ne va pas se trouver seulement dans les livres, mais qu'il y a bien d'autres sources d'informations, et que le format clos et stabilisé du livre n'est plus adapté à la société de l'époque pour répondre justement aux exigences de cette accélération éditoriale. Donc cette vision d'encyclopédie documentaire va se concrétiser dans la création d'un répertoire universel de documentation, j'y reviendrai, et la création de l'Institut international de bibliographie. En définitive, si on prend du recul, ce que va faire Hotelet pour répondre justement à ce défi, voire cette angoisse que pose la croissance exponentielle de la production, de l'information, c'est répondre à cette question qui me semble au cœur des sciences de l'information. Donc il nous pose la question dans le TD, comment publier des livres et documents répondant aux desiderata d'une documentation optimum? Sa réponse, ce sera l'hyperdocument et finalement l'avènement d'une cartographie mondiale de la connaissance telle que nous la connaissons aujourd'hui. Pour résumer ce changement de paradigme, on peut dire avec Hotelet que le document n'est plus considéré comme une unité isolée, clôturée sur elle-même. Il fait partie d'un tout, ce document, dont les ramifications ne cessent de croître. Donc c'est exactement le sens qu'on a voulu donner à notre projet de recherche, Hyper Hotelet. Donc pourquoi hyper? Alors bien sûr en référence au lien hypertexte, mais surtout dans l'acception étymologique du préfixe grec, hyper, qui signifie au-delà. Donc une documentation, une hyper-documentation qui engendre un recul toujours plus grand des frontières de l'information, aussi bien dans l'espace que dans le temps. Et ça, c'est vraiment très nouveau. Sur la tombe de Paul Hotelet, on peut lire cette épitaphe qui lui rend vraiment hommage. Il ne fut rien, sinon mondanéen. Donc effectivement, c'est ce que fut cet homme de progrès qui a toujours vu au-delà, plus loin et toujours plus grand. Un homme de réseau qui pensait à l'échelle du grand tout du monde. L'homme qui voulait classer le monde, comme vous le voyez à l'écran, ainsi que le nomme si justement Françoise Lévy, dans une biographie, un documentaire passionnant qu'elle va lui consacrer en 2002, qui est accessible partiellement en accès ouvert en ligne, que je vous encourage à emprunter ou à voir. Et c'est vrai que pour saisir combien ce contexte fut déterminant dans l'émergence de ce nouveau paradigme, de bien comprendre le rôle qu'a joué Hotelet dans la fondation de cette science et de notre métier, le métier de bibliothécaire, il faut revenir 150 ans en arrière. En 1868, où naît date de naissance de Paul Hotelet, donc dans une Belgique qui en est à l'aube de sa seconde révolution industrielle, j'ai déjà évoqué, et de replacer ce juriste de formation qui était féru d'innovation, passionné de bibliographie, qui sera pacifiste, internationaliste, donc passionné de bibliographie avec son ami de route, son compagnon de route, l'avocat Henri Lafontaine. Donc il faut le replacer dans cette époque, dans cette effervescence qui est très riche en idéaux et en utopie, qui est vraiment favorable à ce basculement des paradigmes. Donc une époque qui est marquée par la foi du positivisme aussi, bien sûr, dans le progrès scientifique, les inventions techniques, qui vont de pair avec l'industrialisation de l'information. Une époque riche en utopie, autant sociale que politique ou urbanistique. Hotelet est très proche de Fourier, du Corbusier, excusez-moi. Une époque marquée par les débuts du mouvement féministe et la montée de l'internationalisme. Donc, lequel, internationaliste pacifique, voit dans l'accès à la connaissance un ciment de paix entre les hommes. Et c'est justement là l'enjeu sociopolitique et le sens qu'aura la bibliographie pour ces deux hommes. Donc, bien loin d'être une simple affaire de recension, c'est
bien sûr un instrument pour répertorier les savoirs et pour unifier l'ensemble des savoirs, mais c'est surtout un outil de diffusion et de fraternité entre les peuples. Voilà, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'était vraiment la vision et la foi qu'avait Hotelet. On l'a dit aussi, un homme donc de réseau et de progrès qui n'est pas du tout isolé dans son époque. Donc sans vouloir diminuer le génie propre d'Hotelet, il faut voir qu'il se situe avec Henri Lafontaine au sein d'un ensemble d'acteurs, donc vous en connaissez certains, Melville Dewey, Eugène Morel, Wells, l'écrivain de science-fiction, Le Corbusier. Bref, tous ces pionniers un petit peu contribuent à l'émergence d'une nouvelle vision, en tout cas de la documentation. Alors, fonder la documentologie, comme l'appelle Paul Hotelet dans son TD, la bibliologie ou documentologie, qui sont les sciences du livre et de la documentation. Donc c'est une affaire pour Hotelet de rationalisation et d'organisation de la documentation comme science, exactement comme l'ont fait ses prédécesseurs un siècle plus tôt pour les sciences et les techniques. Donc il se situe vraiment dans la lignée de Linné, Buffon, des encyclopédistes. Il veut adopter un modèle rigoureux et scientifique d'organisation, de classement, avec une méthode, un système de classification. Et aussi des concepts épistémologiques. Donc c'est vraiment le fondement des sciences de l'information. Donc toujours dans le TD, il déclare « Nous avons besoin maintenant non plus seulement de bibliographie, description des livres, mais de bibliologie, c'est-à-dire une science et une technique générale du document. » Alors, en quoi consiste ce qu'on pourrait appeler cette nouvelle méthodologie ? Ce que moi j'ai appelé la méthode Hotelet, c'est un petit apport personnel. Donc, il s'agit en fait de fournir une réponse solide à cette question qui obsède ce documentaliste, qui va l'obséder toute sa vie. Mais comment répertorier tous les savoirs du monde ? Entreprise colossale. Alors, Paul Hotelet apporte 4 réponses tout à fait tangibles à cette question. Donc, premier enjeu, comment classer ces savoirs ? Alors, en élaborant un système de classification, donc qui rendra Hotelet célèbre, la CDU, classification décimale universelle, qui va s'appuyer par la création en 1895 d'un office international de bibliographie, et dont la vocation est de faire reconnaître l'information comme discipline scientifique. Je vous ai mis à droite un petit graphique de la CDU. Très bien, mais alors, comment et où garder la trace de ces savoirs ? Bien, en créant le répertoire bibliographique universel, j'en ai parlé tout à l'heure, dont le but ne sera rien de moins que de cataloguer intégralement la production bibliographique de tous les temps, de tous les lieux, sur toutes les matières et tout support. Paf. Donc, un gigantesque et novateur répertoire que d'aucuns ont considéré en effet comme un ancêtre de Google ou de Wikipédia. On lui a prêté des tas de paternités. Ce qui est sûr, c'est en 1897, ce répertoire comprend déjà 1,5 million de fiches, ce qui ne nous étonne pas. À la fin de l'entreprise, il en comprendra 18 millions. Et il faut retenir aussi l'acte de naissance de la petite fiche bibliographique que certaines générations ont pu connaître. Pour finir, la question essentielle, comment diffuser cette connaissance, c'est pas tout de la répertorier, si personne ne la reçoit. Et donc là, c'est l'idée du Palais mondial, qui prendra plus tard le nom de Mundaneum, donc une sorte de musée mondial du livre, et qui ouvrira en 1920. Enfin, pour parachever cette entreprise colossale de classement de tous les savoirs du monde dans un lieu unique et centralisé, née d'une utopie, celle d'un savoir totalement identifié, nommé, classé, maîtrisé. On peut voir un petit peu les enjeux
politique aussi qu'il peut y avoir derrière cette ambition. Donc, rêve babélien d'une bibliothèque unique et universelle, Paul Otlet n'est pas le premier à l'avoir eu. Donc, en effet, comment fonder ces règles de la documentation? Eh bien, par un traité de documentation. Donc, je nous invite maintenant à passer à la question de sa postérité et des influences qu'il a pu avoir sur notre époque. Donc, en fait, que reste-t-il de cette entreprise titanesque? Il faut savoir, je vais aller vite, qu'au moment où le traité de documentation paraît en 1934, la coïncidence veut que le gouvernement belge ferme le Palais mondial. Quelques années plus tard, ce sera l'occupation qui démantèlera entièrement toutes ces collections constituées patiemment. Et là, je vous ai mis le cri de désespoir, en fait, de Paul Otlet qui se demande si son œuvre sera transmise. Donc, pour envisager cette postérité, alors les travaux de tous ces pionniers européens dont Paul Otlet fait partie vont ouvrir la voie à toute une lignée de réflexion sur les possibilités d'un monde en réseau. C'est vrai que ces travaux, on l'a dit, ont précédé les travaux des inventeurs anglo-américains situés à peu près dans l'après-Seconde Guerre mondiale, donc Bush, Engelbart, Ted Nelson, plus proche de nous, Tim Berners-Lee, l'inventeur du World Wide Web. Alors c'est vrai que dans l'histoire officielle d'Internet, on a plus parlé de ces anglo-américains que de l'héritage d'Otlet. Pourquoi? Parce que on va dire que cet héritage est tombé dans l'oubli durant presque un demi-siècle. Qu'il a été mal compris par ses contemporains, surtout à la fin de cette entreprise. Pour autant, cet héritage donc connaît un regain d'intérêt dans les années 90 et on redécouvre le génie visionnaire avec lequel il a anticipé les temps modernes. Donc je vous ai mis cette affiche parce que je vous invite à découvrir dans l'article que j'ai publié sur le carnet d'Hélice, donc une frise chronobibliographique qui vous permettra justement de voir à quelle période ont été plus denses dans cette redécouverte. Donc j'en citerai 3. Donc l'œuvre est redécouverte d'abord en 1975 par les travaux du biographe Rewart. Et ensuite, j'en ai parlé grâce à ce très beau documentaire réalisé par Françoise Lévy en 2002. Et ensuite, on peut aussi évoquer 2015, qui a été l'entrée du traité dans le domaine public, et aussi une exposition de Google Art. Donc on a effectivement beaucoup, l'œuvre et le personnage a été beaucoup médiatisé. Toutefois, avant de laisser la parole à Henri, ce qui est certain, tout état de cause, ce qui reste de cet héritage, c'est ce Mundaneum, qui réouvre non pas à Bruxelles, mais à Mons, qui se trouve à peu près à 1 heure de Bruxelles, en 92. Donc, vous pouvez faire le calcul, 58 ans après la fermeture du Palais mondial. Donc, il renaît de ses cendres après moult tribulations et déménagements. Donc, je vous ai dit qu'à la fin de l'entreprise du vivant d'Otlet, on en était à 18 millions. Aujourd'hui, ce centre d'archives n'a pu conserver que 12 millions. Voilà, pour vous donner une idée. Et il faut aussi parler de la magnifique scénographie qu'en a faite le dessinateur de bande dessinée belge, François Skitten, et le scénographe Benoît Peters, qui ont un univers qui restitue tout à fait, c'est un univers surréel qui est à la mesure de ce projet et qui lui a redonné son âme. Voilà pour ma part, et Henri va me compléter.
Bonjour. Alors moi, étant l'ingénieur d'études sur le projet, je vais plutôt vous parler de la partie technique et de comment on cherche, à travers le projet Hyperhotelet, à revisiter l'architecture de documentation, l'architecture de l'information de ce traité de documentation qui circule normalement. Et vous pourrez voir que c'est un livre assez imposant et qu'il est quasiment impossible de lire de manière linéaire. Mais ce qui frappe, c'est la décomposition en petites unités intellectuelles, selon la classification que Paul Hotelet a imaginée. Il faut savoir que lui, il envisageait la fiche comme un accès facilité à l'information et qu'il a aussi écrit le TD en fusionnant plusieurs de ses cours précédents, plusieurs de ses interventions, plusieurs de ses travaux précédents. Et déjà en 1911, dans un de ses livres qui préfigure et dont certains passages sont repris dans le TD, donc donc la division arbitraire en ligne et page du livre dans son format actuel ne correspond pas à la présentation des idées. C'est ce qu'il écrivait dans l'avenir du livre et de la bibliographie. Et avec, comme Catherine vous l'a dit, l'essor de nouvelles techniques comme support de l'information, le microfilm, la photo, les cartes perforées. À cette époque, il a envisagé, à travers le Mundaneum, et le répertoire bibliographique universel, la circulation de la fiche, qui, comme Delphine Gardet le citait dans Classé de l'archive à l'action, la circulation de la fiche permet la mise en présence de ces mondes. Elle est comme un système, une forme puissante de mise en ordre de ce monde. Donc le traité de documentation, l'intérêt qu'il a d'un point de vue de l'architecture de l'information, c'est qu'il présente lui-même les possibilités de sa mise en document. Donc on peut fragmenter ce traité en plusieurs petites unités intellectuelles, comme Hotelet l'a fait, et la représenter autrement que de manière purement linéaire. Donc là, ce que vous voyez, c'est donc la partie 1 avec la partie 1.7, 1.6, et donc avec les décompositions sous forme d'arbres. Et en fait, le numérique nous permet de dépasser ce livre fermé qui a la forme d'une encyclopédie pour pouvoir faire des décompositions telles que Hotelet les avait envisagées, mais lui qui était limité par la forme du livre en fait. Donc oui, on peut décomposer ce texte en plusieurs documents. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on va aller au-delà, donc d'où le préfixe hyper, c'est-à-dire à partir du traité qui a été de manière collaborative mis en ligne sur Wikisource, donc vous pouvez aller sur Wikisource et le chercher parce qu'il est dans le domaine public maintenant. On va décomposer ce traité en 641 unités intellectuelles. Et sur chacune d'entre elles, nous allons chercher à la relier à la fois l'aspect éditorial, c'est-à-dire les commentaires de notre équipe scientifique, également à des données du web sémantique et aux travaux précédents ou ultérieurs d'Hotelet, c'est-à-dire tout ce que le Mundaneum a dans son répertoire d'archives. Et ce type de décomposition nous permet de créer des nouveaux liens, et donc le graphe que nous allons utiliser permettra d'accéder à ces différentes unités intellectuelles, à ces différents documents. Du coup, au niveau de la granularité, il faut savoir que nous allons effectuer comme traitement une reconnaissance des entités nommées, c'est-à-dire nous allons chercher à identifier avec un programme informatique. La technologie s'appelle reconnaissance des entités nommées. Par exemple, d'identifier les dates, les lieux, les noms de personnes dans le traité de documentation pour pouvoir les relier à des choses existantes, préexistantes, c'est-à-dire par exemple les référentiels de la BNF ou éventuellement Wikidata pour accéder à des contenus au-delà du traité de documentation, tout en gardant à l'esprit que le point de départ doit être ce traité de documentation.
Le découpage permettra également de faciliter la notation de la part de l'équipe scientifique, c'est-à-dire que si un spécialiste de l'histoire du livre, il y a une très importante partie sur l'histoire du livre dans le traité de documentation, veut se concentrer sur cette partie, il pourra annoter cette partie et écrire son commentaire scientifique en passant du TD. Et l'outil que nous souhaitons mettre en place, à partir du texte, doit permettre de donner accès à ces commentaires, mais également à d'autres ressources. Par exemple, si Hotelet a réutilisé quelque chose d'un de ses cours qui date de 1912, ça doit pouvoir apparaître sur notre prototype. C'est pour ça que nous avons mis en place un entrepôt de données sur Omeka. C'est un système de gestion de documents qui permet avec des métadonnées DubLinker, de qualifier les différents contenus qu'il contient. Et donc le but, c'est par exemple de pouvoir mettre en lien la documentation sur Paul Hotelet et de Paul Hotelet avec ce traité de documentation. Donc si des personnes ont déjà travaillé sur Paul Hotelet, comme Ray Boyd dont Catherine nous parlait. Donc quel public nous visons? Nous visons les chercheurs, c'est-à-dire le but du projet Hyper Hotelet, c'est dans un premier temps de construire une communauté épistémologique pour replacer le traité de documentation dans l'histoire des sciences de l'information, mais également des élèves en sciences de l'information et communication, avec par exemple l'usage de l'outil Hypothesis qui permet de commenter des passages du texte, et donc le professeur peut faire une sélection et donner accès à ce type de contenu à ses élèves pour qu'ils commentent et s'approprient le texte. Et une des réutilisations, c'est les personnes qui souhaitent découvrir et explorer le TD d'une autre façon qu'en empruntant le livre dans leur bibliothèque. Et une réutilisation ultérieure sera faite pour le public du Mundaneum, c'est-à-dire qu'ils puissent également consulter le traité de documentation. Rapidement sur les outils que nous utilisons pour la gestion des collections, comme je l'ai dit, nous utilisons Omeka, qui nous est mis à disposition par la très grande infrastructure de recherche Humanu. Ils hébergent également notre environnement de travail collaboratif, donc c'est le ShareDocs. Nous avons également un dépôt GitLab pour le code ou la décomposition en tâches de notre projet. Et enfin, comme Catherine vous l'a expliqué tout à l'heure, nous avons également un blog sur Hypothèse, donc hyperhotelet.hypothèse.org, qui constitue le carnet de recherche et de suivi du projet. Donc là, pour resituer un peu le projet et ce que nous sommes en train de faire actuellement, là nous sommes dans la phase de rédaction d'un cahier des charges pour ce faire, nous avons convoqué des experts, donc comme Antoine Courtin dans le domaine des humanités numériques, pour nous donner notre avis sur ce cahier des charges. Et donc le livrable que nous envisageons, c'est une interface web basée sur le logiciel ABCDR des mondes lettrés que l'ENSIB a précédemment développé, et de mettre de réutiliser le code qui est ouvert pour, au lieu qu'il y ait des termes comme dans cet ABCDR, il y ait les entrées du TD, les commentaires et éventuellement d'autres documents issus du corpus. Donc d'un point de vue de l'architecture de l'information, l'intérêt de ce projet, c'est de mettre en lien plusieurs corpus dispersés et qui ont des raisons d'être et d'être liés au sein d'un graphe. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions sur cette partie. Est-ce qu'il y a des questions sur ce projet Hyper Hotelet ? Oui. Bonjour, merci. Une question un peu intéressée, comme vous pouvez vous en douter. Sur votre approche que vous avez fait de
de Paul Hotelet sur l'essai de documentation, donc le TD, parce que vous avez beaucoup employé l'acronyme TD, donc traité de documentation, sur l'intersection, ou plutôt les relations que vous allez faire avec le monde de Noum à Mons sur les contenus numérisés. Comment vous envisagez l'exploitation des contenus numérisés autres comment vous allez appeler les contenus numérisés dans cet ouvrage qui est lui-même numérisé? Et question bête, est-ce que vous allez mettre en accès la numérisation? Est-ce que ça a un intérêt? Quels sont les types des éditions? Est-ce que ça a été édité plusieurs fois? Est-ce qu'il y a une évolution dans les différentes éditions du traité? Voilà, la question plutôt de la numérisation du contenu et comment d'autres contenus numérisés augmenteront l'édition du TD. Il faut savoir qu'il n'y a pas eu beaucoup d'éditions. Il y a eu la première de 1934, une dans les années 40 par la Fédération, plutôt 50 par la Fédération internationale de documentation. Et la dernière en date, je crois que c'est celle que vous avez, date des années 90-2000. Donc il y a peu, et à chaque fois c'est un facsimilé du texte précédent avec les mêmes erreurs qui sont reproduites. Oui, tout à fait, je confirme, au niveau des rééditions. Sur l'appel aussi, Henri, peut-être que tu as des choses à dire. Comment on va appeler les textes? Oui, faut savoir qu'au Mundaneum, ils n'ont pas entièrement numérisé tous les papiers d'Hotelet, en particulier sa correspondance, sachant que c'est fragmenté, donc il y a des choses qui ont disparu pendant l'occupation ou suite à son décès. Pour l'instant, ils ont mis ça dans un logiciel qui s'appelle Collective Access, qui permet la gestion des archives. Et nous, ce que nous souhaitons mettre en place, c'est d'utiliser la fonctionnalité de Collective Access qui permet de créer un entrepôt OAIPMH, donc c'est Open Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting, donc le moissonnage des métadonnées qui sont dans Collective Access, mais il faut savoir qu'ils n'ont pas encore activé cette fonctionnalité dans Collective Access, mais que effectivement ça pourrait être intéressant, et ça pourrait être intéressant de lier ces contenus via un moteur de recherche, par exemple, la facette, ou la facette choisir dans les collections du Mundaneum est disponible. Ça serait un enjeu. Sachant que nous, on a commencé dans Omeka à mettre certains des contenus que des membres de notre équipe ont numérisés eux-mêmes. Et donc, à terme, ça serait bien d'avoir les archives du Mundaneum en accès à partir d'Hyper Hotelet. Une autre question? Non? Ah. Une petite question. Très marginale et très secondaire. Non, je me demandais si du coup, lié à toutes les expériences avant Hotelet, je pense à tout un tas d'inventions, même en termes de, vous parliez des fiches, mais tous les systèmes bibliographiques. Voilà tout, non, mais oui, mais même tout le 19e siècle, il y a quand même tout un tas de systèmes liés aux entreprises encyclopédiques. Je sais que c'est pas le projet là, et puis il y a un moment où ça va devenir monstrueux, mais voilà, je me demande s'il y avait aussi une profondeur, enfin la tentation en tout cas d'une profondeur historique sur. Alors bon, je peux pas répondre comme un chercheur, mais je sais qu'au cœur de l'entreprise, Bertrand Muller, Olivier Heudeuf et Arthur Perret ont aussi ce souhait d'inscrire le projet vraiment dans l'histoire des régimes documentaires, donc également des techniques. Comme vous dites, à un moment, on ne va pas pouvoir maîtriser tout cet ensemble de données, mais il y aura peut-être une V2 de Hyper Hotelet dans le cadre d'un projet européen avec d'autres partenaires. Ça pourrait s'orienter comme ça. Et peut-être avant qu'on passe à la suite, oui, j'en profite pour dire justement qu'à propos de nos trois collègues, Bertrand Muller, Olivier Heudeuf et Arthur Perret, donc seront à une journée d'études organisée par le CNAM
le 21 mai, dans le cadre d'une exposition consacrée justement au schéma d'Hotelet, à partir des collections du Mundaneum. Et donc, ils interviendront sur le volet scientifique. Donc, je vous encourage à les écouter ou à y aller pour ceux qui sont parisiens. Très bien. Non. C'était la dernière question. Oui, je crois bien. Donc passons à BiblioTouch, le deuxième projet de la soirée. Donc là, c'est la deuxième partie, c'est-à-dire à la fois la plus expérimentale et la plus périlleuse. Donc vous êtes prévenus. Ceci étant, en termes de présentation, je pense que vous en saisirez l'intérêt et les ramifications, parce que j'ai quand même préparé un diaporama pour fixer les idées. Et ensuite, je tenterai une démonstration en direct. Donc c'est là que la partie périlleuse aura lieu. Voilà. Il semblerait déjà que l'ordinateur hôte ne soit pas tout à fait aussi réactif que celui qui m'accompagne au quotidien, mais on va s'en sortir. Alors, BiblioTouch, on a parlé de vision, d'idéalisme et de projets plus grands que soi tout à l'heure avec Hyperhotelet. C'est exactement ce qu'on essaye de faire, mais nous on est au début, donc du coup c'est moins impressionnant. Mais ça n'en est pas moins questionnant sur nos pratiques. Je parlais tout à l'heure des évolutions, des changements et des bouleversements aussi que les différentes formes de dématérialisation créent dans nos métiers et dans nos vies. Et je pense que BiblioTouch, finalement, c'est vraiment une réflexion et un projet qui s'inscrit absolument dans une forme de, si ce n'est modernité, en tout cas effet contemporain de nos quotidiens. Donc le principe, je l'ai dit, c'est celui d'un partenariat entre l'ENSIB et BIN, donc une grande école nationale de services publics, qui a une activité monopolistique en France autour des sciences de l'information et des bibliothèques de l'État en particulier. Et BIN, une jeune entreprise innovante qui était une start-up de 3 personnes quand nous avons commencé à collaborer avec eux et qui aujourd'hui continue de se déployer et de faire croître son activité autour du design original d'interfaces innovantes. Ils ont commencé avec du mobilier urbain interactif. Et ensuite, ils ont commencé à travailler avec les musées autour de bornes interactives installées dans l'espace et créées spécifiquement pour valoriser les collections muséales et suggérer des parcours ludiques et interactifs dans les collections des musées. Ce qui implique la création de logiciels, de mobilier et d'interfaces avec une réflexion autour de la scénographie de ces fameux espaces. Voilà, oups. Là aussi, je ne suis pas tout à fait à la maison. Donc, BiblioTouch, c'était effectivement une interface visuelle d'exploration des collections. Je vous avais promis des sensations, ça commence. L'idée, c'est que nous en sommes à la phase de prototype que nous testons en vraie grandeur, c'est-à-dire avec une base documentaire réelle, actuelle et toutes les questions de format, de normes et de signalement que ça pose. J'y reviendrai. Donc la chose à savoir, c'est que, comme ce diaporama, certaines fonctionnalités sont en cours d'optimisation et que nous prévoyons de coder encore un certain nombre d'améliorations ergonomiques. Là où nous en sommes aujourd'hui, c'est que, vous le verrez tout à l'heure, quand je changerai d'ordinateur, donc ce sera encore une étape importante de cette intervention, on peut naviguer dans les collections en base complète de la bibliothèque de l'ENSIB avec les fonctionnalités que je vais vous présenter là à l'instant.
Et comme nous vivons dans un écosystème plus grand que nous, il y a des questions de temps d'accès, en particulier d'interrogation d'une base à plus de 50 000 documents qui sont à gérer et sur lesquels nous travaillons encore. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas encore ouvert très largement ce service, bien que, vous le verrez, un certain nombre de briques en fonctionnent déjà de manière très satisfaisante. Donc l'idée d'une interface d'exploration des collections, c'est vraiment à la fois lieu et moyen d'interaction entre usagers et collections. Je vais dire simplement un mot de l'équipe projet à la fois pluridisciplinaire et composite qui accompagne, suit et fait vivre ce projet depuis 2015 avec des phases de crise de croissance du côté de la jeune entreprise innovante et de création de conventions publiques avec plusieurs interlocuteurs et un circuit de signature que je vous laisse imaginer. Et donc des rythmes très différents de travail et de production aussi, que nous avons néanmoins réussi à concilier dans la mesure où nous partageons la vision farouche de pouvoir créer un outil qui soit moderne et valorise nos métiers. Donc le but, c'est effectivement de concevoir une interface logicielle qui est programmée avec des technologies web, qui puisse être mise à disposition notamment des bibliothèques pour proposer réellement une nouvelle façon d'explorer les collections en complément du catalogue, et ce, de manière très visuelle, avec une offre à disposition pour sortir de l'angoisse du curseur clignotant blanc qui vous demande ce que vous cherchez. Donc, actuellement, le catalogue de la bibliothèque de l'ENSIB, c'est 7 pages. C'est-à-dire, alors, comme c'est le catalogue COA et qu'on a aussi un outil de découverte, c'est extrêmement succinct. Ceci étant, commencez votre recherche ici avec le curseur clignotant. C'est une présentation qui est extrêmement répandue, tout à fait classique, et qui invalide toute forme de non-connaissance de ce que je cherche. Voilà, si je n'ai pas une petite idée de par où je veux commencer, je suis un peu perplexe devant ce type d'interface. De la même manière, l'outil de découverte de l'ENSIB, qui a été choisi pour sa grande base de connaissances potentielles, EBSCO Discovery Service, c'est une interface de découverte. Jusque-là, tout va bien. Mais encore une fois, l'injonction est quand même celle de saisir des mots. Donc si je ne saisis pas de mots, je ne peux pas rentrer. Et c'est pour répondre à cette préoccupation, à la fois en tant que professionnel et en tant qu'utilisateur, que nous avons tenté quelque chose de radicalement différent. Donc il faut savoir que le projet Bibliothèque actuel a un ancêtre qui était cette interface, que nous avions testé uniquement avec les collections des presses de l'ENSIB, puisqu'on avait un accès extrêmement privilégié aux différentes couvertures, qui a été présenté notamment à l'occasion de l'IFLA en 2014. Donc c'est très long, c'est la préhistoire pour l'informatique, 5 ans, c'est terriblement long. D'ailleurs, c'est un peu daté comme présentation maintenant. Et nos premiers essais, donc c'était déjà moi, étaient dans la bibliothèque de l'ENSIB, qui a été réaménagée depuis, autour d'une table tactile de grand format qui était à l'époque déjà dessinée par Bin, avec l'hypothèse et la preuve de concept de base qui était: est-ce que une présentation visuelle des collections et la possibilité d'interagir de manière autonome et non guidée en ayant une présentation de l'offre permet de découvrir de nouveaux contenus et rend l'expérience perçue satisfaisante. Je vous parlais d'un monsieur usager tout à l'heure, Emmanuel Brandel, docteur en sociologie et ingénieur de recherche à l'ENSIB,
qui a accompagné une série d'entretiens utilisateurs à ce niveau-là. Donc ça, c'était la toute première mise en œuvre, finalement, et la validation de cette hypothèse que une navigation et une appropriation d'une interface qui soit visuelle et qui permette d'avoir une offre à disposition, favoriser la découverte de contenu, une forme de découverte de contenu pertinent et la création d'une expérience plus satisfaisante. Donc ça, c'était la version 2. Avec un passage à l'échelle déjà et un test qui date de 2017 pour sa toute première implémentation, avec les données bibliographiques du pôle information numérique et médias de la bibliothèque de l'ENSIB, soit un peu moins de 5000 documents. Donc on est passé de la preuve de concept à 60 titres aux 5000 documents de l'un des pôles documentaires de la bibliothèque de l'ENSIB, de façon à expérimenter la manière dont se comportaient et l'interface et les utilisateurs et les professionnels face à ce nouvel objet. Et nous nous sommes arrêtés et nous avons testé le principe, qui est toujours effectif aujourd'hui, de 3 niveaux de zoom différents. Puisque l'idée, c'est d'explorer visuellement, le principe, c'est de pouvoir le faire à différents niveaux de détail, comme quand on zoome sur une carte géographique et qu'au fur et à mesure qu'on se rapproche de la destination, ou du quartier que l'on souhaite explorer, on peut avoir un niveau de détail supplémentaire. Donc le premier niveau, c'est celui d'une carte des principaux thèmes de la collection. La première chose à savoir, c'est que cette carte est dynamique, elle dépend de la collection, et elle dépend également de l'évolution de la collection. La même entité documentaire, en tout cas dans l'espace physique d'une bibliothèque, donc le même pôle, en l'occurrence information numérique et médias, à 1 an ou 2 ans d'intervalle, n'aura vraisemblablement pas la même cartographie. Ça, c'est la première chose, ce qui veut dire que ça peut aussi être un outil intéressant pour les acquéreurs. Et la deuxième chose, c'est que ces fameux sujets sont issus de l'indexation matière rameau que nous avons déconstruite dans sa syntaxe, et on était assez fiers d'avoir eu cette idée avant l'annonce officielle du comité national rameau d'évolution de la syntaxe et de la déconstruction des vedettes pour que les points d'accès puissent être accessibles et actifs individuellement, de façon à pouvoir les exposer ensuite dans le web de données et créer des relations plus riches. Donc ça, c'est le travail que la commission, le comité national est en train de mener et que nous avons décidé d'implémenter sans attendre, et même en ayant un peu devancé l'appel, avec les collections de la bibliothèque de l'ENSIB, en fait, qui nous servent de test en vraie grandeur. Je parlais de ça tout à l'heure. Sachant que le principe, c'est que sur cette première vue ne figurent que les thèmes les plus représentés dans la collection. Donc le but est de ne pas dépasser quelques centaines, de façon à ce que cognitivement, nous puissions éviter l'effet d'avalanche d'informations de l'outil de découverte quand on arrive à saisir un mot, comme on l'a vu tout à l'heure, où le système propose crânement 12 500 résultats, avec un petit frisson de ma part en tant qu'utilisateur. Bon, 12 500, ça ne va pas être possible. Donc le principe, c'est effectivement de proposer ce premier niveau de zoom. Alors, la manière dont nous l'avons créé, c'est que les thèmes les plus importants se trouvent au centre de la carte, et qu'ensuite, les autres thèmes, donc cette carte se crée de manière automatique, sont positionnés en spirale
dans la grille, puisque c'est effectivement de ça dont il s'agit pour l'instant, avec un design qui sera sans doute à faire évoluer, vous le verrez tout à l'heure, pour emporter des bases plus importantes. Mais le principe étant que plus on s'éloigne du centre de la carte, moins les thèmes représentent en volumétrie des parties de la collection avec de nombreux titres. Alors, comme le but est aussi de découvrir un certain nombre d'informations dans cette collection et que chaque sujet correspond à un ensemble qui est représenté de manière assez proportionnée dans cette carte, restent certaines zones blanches. Et dans ces zones blanches, on a trouvé le moyen d'intercaler des thèmes très peu représentés dans la collection pour en favoriser la découverte sans avoir à aller aux confins de la collection au sens premier du terme. Donc, une fois qu'on a eu testé ce premier niveau de zoom avec 5000 documents, on s'est lancé. Et ça, c'est une partie de la carte alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est pas trop mal. C'est une partie de la carte avec les 52 609 documents de l'ENSIB. Donc, entendre par document, pas les exemplaires, hein, mais bien les notices bibliographiques des imprimés, les notices bibliographiques des livres électroniques, les notices de collection des périodiques, et à ce moment-là, une forme de réalisation que, en fonction de la taille de la collection à mettre en valeur, il faudra sans doute faire évoluer le design de cette première vue. Alors, le deuxième niveau de zoom, quand on décide de cliquer sur un des thèmes, donc là en l'occurrence j'ai choisi information, on arrive à un niveau plus détaillé où on peut déjà avoir accès à une appréciation des vignettes récupérées quand on peut disposer des couvertures ou recréer quand il s'agit en particulier de rapports et travaux universitaires qui n'ont pas de couverture graphique et créée par infographie. Donc dans cette vue-là, on est toujours dans la carte, c'est-à-dire qu'on peut quand même aller vers le haut, le bas, à gauche et à droite et changer de thème. Et on peut, dès cette étape-là, choisir un document en cliquant sur sa couverture et accéder à ce que nous avons appelé une fiche document, qui est une extraction de la notice bibliographique. Donc à aucun moment donné dans cette logique-là n'est créée une forme de back-office ou un processus de travail différent de celui du signalement classique des collections dans une bibliothèque. Ce sont les outils de l'établissement, son système d'information, la liaison avec un catalogue mutualisé, en particulier le SUDOC si c'est le cas. Le format est celui de travail, donc généralement l'Unimark dans les bibliothèques de l'enseignement supérieur. Et sont récupérées les tables des données bibliographiques avec donc titre, auteur, collection, éditeur, date de publication, la 4e de couverture quand elle est disponible, et l'information qui concerne le premier exemplaire disponible dans la bibliothèque, qui permet ensuite d'aller le chercher si on est en mesure de se déplacer. Sachant que tout ce qui est souligné est cliquable, hein, c'est-à-dire auteur, éditeur, collection et date de publication. Donc ça, c'est la fin de la fiche avec donc la 4e de couverture qui est reprise et mise en avant lorsqu'elle existe, et cette fameuse partie qui s'appelle « Continuer à explorer », qui détaille chacun des points d'accès de toutes les vedettes matières rameaux
du document. Sachant que chacune de ces pistes d'exploration est active et permet de générer une nouvelle liste de résultats. Donc, la véritable innovation documentaire, en fait, elle est là. Alors, quand on clique sur l'un de ces points d'accès, on accède à une liste de résultats avec un niveau de zoom supérieur qui est le même niveau de zoom auquel on accède quand on décide d'entrer dans un thème. Donc là, par exemple, en entrant dans le thème information, j'accède au 3e et pour l'instant dernier niveau de zoom qui permet d'avoir des vignettes de couverture plus grandes et un cartouche permettant de détailler le titre, l'auteur et l'année de publication du document. Avec toujours la possibilité, au clic sur la couverture, d'ouvrir la fameuse fiche document qui est présentée de la même manière pour tous les documents. Alors évidemment, si l'indexation est succincte, le nombre de points d'accès sera succinct lui aussi. S'il n'y a pas d'enregistrement, résumé, 4e de couverture, ces informations ne figureront pas dans la fiche document. Donc, ces données-là ne sont pas des données nouvelles, puisque ce sont les données de nos catalogues. Maintenant, elles sont présentées et exposées d'une manière beaucoup plus impressionnante et transparente que dans un catalogue classique. Alors, une chose qui est intéressante et qui, je pense, va être appliquée à d'autres vues, même si pour l'instant on l'a testé uniquement avec celle-ci, c'est une fonctionnalité de tri qui permet de recomposer la liste par ordre alphabétique, auteur, titre ou par ordre chronologique, ancien et nouveau. Hop là. Alors, quand on sélectionne une fiche document en cliquant sur le petit cœur qui est près de la couverture dans la fiche document, on peut, au fur et à mesure de son parcours, créer une sélection personnalisée. Dans la session de navigation, à aucun moment lors de ce parcours-là, l'authentification n'est, j'allais dire, nécessaire, mais en fait, elle n'est même pas prévue. C'est-à-dire que l'objectif, c'est vraiment de créer un parcours libre, sans authentification, qui ne recueille pas de données personnelles. Toutes les questions liées au compte lecteur, à la réservation, à la liste des emprunts sont gérées par le système d'information de l'établissement avec ses propres logiques d'authentification, de sécurisation, etc. Il y a juste une chose qui est demandée pour activer la finalisation du parcours et de la sélection, c'est la possibilité de s'envoyer par mail cette sélection. Donc à ce moment-là, le mail est demandé, mais il ne sert qu'à l'envoi, c'est-à-dire qu'il n'est pas conservé. Une fois que le message est parti, l'adresse de messagerie est effacée et aucune donnée n'est conservée concernant la navigation, les sélections effectuées ou l'adresse mail qui a été renseignée. Donc c'est là que je prends des risques. Enfin, je veux dire, supplémentaires. Alors, premièrement, je vais changer d'ordinateur. Alors déjà, voilà. Et entre-temps, bien sûr, mon ordinateur s'est éteint, donc il va falloir tout rebooter. Mais ça devrait quand même être possible. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, je suis responsable du pôle prospective et les activités d'innovation, d'expérimentation et de tests de prototypes sont... alors,
pas nécessairement mon lot quotidien, mais en tout cas, on fait partie de ma vie ces dernières années. Donc, des expériences du type tout fonctionne quand je m'entraîne et ensuite, devant une assemblée d'invités, plus rien ne marche, j'ai déjà testé. Alors là, normalement, ça devrait fonctionner. Donc, le premier démonstrateur qu'on a créé, c'est celui-ci. Donc, je vous le montre parce que, en termes de design de la vue éloignée, il correspond, je pense, davantage à ce qu'on souhaiterait en termes de densité de présentation des thèmes. Donc, je vous ai parlé d'une évolution possible. Ça marche bien. D'une évolution possible du design, donc je voulais le montrer là-dessus. Et ensuite, parce que comme on est sur 5000 documents, on maîtrise davantage les temps de réponse, et en particulier le temps de réponse de la machine virtuelle Coad Lensib, puisqu'on a fait une extraction à un instant T, ce qui fait que l'interrogation de la base est un peu plus rapide. Donc là, je suis sur un poste, enfin, c'est un ordinateur portable, mais c'est quand même un poste avec un écran et une souris. Je peux également accéder et utiliser ce système sur une tablette. Pour l'instant, tout fonctionne avec des écrans supérieurs ou égaux à 8 pouces et nous les avons prévus pour que on ait un dimensionnement responsive à partir de 5 pouces, c'est-à-dire un écran de mobile 2019, hein, plus ou moins, surtout qui sont de plus en plus grands. Et même si on passe au 16/9, ce qui nous donne quand même un effet de largeur supplémentaire, mais ce n'est pas forcément un problème dans ce cas-là. Donc, en termes de vitesse de navigation sur le démonstrateur, on est vraiment bien. Sur la base à 50 000, c'est pas trop mal, sauf que dès qu'on change d'endroit, évidemment, il faut le temps que tout ça arrive. Mais on peut y parvenir et du coup, on réfléchit clairement à faire évoluer ce design parce que là, on est un peu perdu au milieu des petits bâtons et ce n'est pas l'objectif. Alors, ce que je voulais vous montrer depuis cet écran, ce sont deux choses. La première, c'est que la logique numéro 1, c'est celle d'une exploration visuelle. L'idée n'est pas de perdre en service ou en information. C'est-à-dire que si à un moment donné, je sais ce que je cherche, je peux le faire. Et cet écran de recherche se trouve dans toutes les vues. Donc, l'idée, c'est que j'explore tant que je ne sais pas ce que je veux. Si vraiment j'arrive là et que même les différents thèmes qui me sont proposés me perturbent, je peux cliquer sur Nouveautés et là, j'ai... Donc ça, c'est la véritable base de la bibliothèque de l'ENSIB qui a été initialement moissonnée en OAI-PMH, on en parlait tout à l'heure, et qui est mise à jour toutes les nuits. Donc c'est la vraie bibliothèque. Et on a même les ouvrages en commande qui n'ont pas encore de disponibilité, qui apparaissent au début de cette liste. Donc là, si vraiment on a tronqué à 400 documents, si vraiment j'ai aucune idée, je peux quand même parcourir les dernières nouveautés de la bibliothèque et m'inquiéter quand même de savoir ce que je peux trouver. Donc je vous parlais tout à l'heure de... Alors là, ça veut dire que vraisemblablement, c'est encore en commande. Donc je vous disais, on est encore en train de voir ce qu'il est nécessaire d'améliorer pour avoir la meilleure information possible. Mais le principe, c'est quand même bien celui-ci, de pouvoir avoir des informations sur ce qui est en commande. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas encore les points d'accès. Donc ça veut bien dire que c'est une notice de commande. Et à partir de là, je peux déjà quand même explorer, avoir une première idée de ce qui m'attend. Alors j'espère que sur les recherches en technologie, non plus. Évidemment, je ne l'ai pas... Enfin, je l'ai fait hier, mais c'était la partie périlleuse. Je vais essayer d'en trouver un qui est... senior en bibliothèque, celui-là, je l'ai vu dans les rayons. Voilà, par exemple, il a déjà été emprunté. Donc là, si je dis, ah bah oui, en fait, bibliothèque et personnes âgées, c'est un thème qui m'intéresse bien. Là, je vais avoir la liste des documents, des titres de la bibliothèque qui
partage le point d'accès bibliothèque et personnes âgées. Ce qui va me permettre à nouveau de ouvrir la fiche document et savoir quels sont les autres documents et ainsi de suite. Je me dis, ah mais en fait, bibliothèque itinérante, ça m'intéresse bien aussi, hop, voilà, bibliothèque itinérante. Donc l'idée, c'est de donner à voir une offre et pas de positionner l'utilisateur en position de recherche. Et ce, de manière totalement complémentaire avec un catalogue plus classique ou une interrogation de base de données expertes, qui sont des outils qui restent absolument actifs, proposés, valorisés, etc., de la même façon que jusqu'à présent. Là, l'idée, c'est de proposer un parcours dans les collections. Donc, si je sélectionne l'un des thèmes, donc là, par exemple, information, avec mes 3555 documents. Donc là, je suis toujours dans la carte, hein, c'est-à-dire que vers le haut, j'irai vers littérature, vers le bas, vers sciences, vers la gauche, informatique, bibliothèque. Là, vous voyez, j'ai changé de thème tout à l'heure, je suis passée en bibliothèque. Il y aura le thème public à droite. Donc, j'ai zoomé, mais je suis toujours dans la carte. C'est-à-dire que je peux toujours changer de thème à ce niveau-là. Et donc là, je peux à nouveau activer une fiche document et me dire... alors là, c'est intéressant parce que ça veut dire que en fonction de comment on a catalogué, ben, les données sont toutes nues. C'est-à-dire que si elles sont redondantes ou si elles sont très succinctes, on le verra là aussi. Quand je suis dans le thème information que j'ai choisi explicitement, donc là je ne peux plus changer de thème dans la carte, mais je peux trier. Par exemple, les titres par ordre alphabétique inverse, voilà. Ça me permet d'avoir une présentation de ces fameux 3000 documents. Ça me dire, oh là là, 3000 documents, mais comment je vais gérer ça ? Là, par exemple, si j'ai une petite idée du titre, je peux le retrouver assez facilement. Ou si je me dis, non, mais moi, je veux que des choses récentes, ça va bien. Là, il va me proposer en premier les choses les plus récentes. Ce qui veut dire que je sors de l'angoisse du curseur clignotant dans un champ blanc et que je peux... visualiser ce qui est disponible ou accessible. D'ailleurs, celui-ci, il a beaucoup de succès, il a été emprunté. Mais n'empêche, information électronique, ça m'intéresse bien. Ben, là, j'ai la liste des documents dans l'ensemble des collections de la bibliothèque de l'ENSIB qui partagent ce point d'accès. Et donc, au fur et à mesure, je ne l'ai pas fait en vrai devant vous, mais je peux, en cliquant sur le petit cœur de la fiche document, me constituer une sélection que je vais pouvoir m'envoyer par mail. Donc là, parmi les choses qu'on souhaite rajouter, ce sont bien évidemment les informations de disponibilité dans ce qu'on souhaite s'envoyer par mail, pour pouvoir ensuite aller directement au bon rayon ou en demander la réservation via son compte lecteur si le document est indisponible. Donc les 3 niveaux de zoom, je vous en ai parlé. Et puis évidemment, si à un moment j'ai une illumination, je me dis mais en fait je sais ce que je cherche. Parce qu'à force de voir tous ces mots-clés et ces points d'accès actifs, ça m'a donné des idées. Je me dis bon, alors. Pour la recherche, l'idée, c'est pas de reproduire le catalogue. L'idée, c'est de proposer, encore une fois, pour donner à voir l'offre disponible. Donc, uniquement une complétion à partir des sujets, des auteurs ou des titres disponibles et une indication du nombre de documents liés. Donc, par exemple, information. Donc là, comme il y avait quand même quelques bibliothécaires dans l'équipe projet, on a insisté pour ajouter les boulets. Donc ils sont là. Il y a et ou sauf qui sont actifs. Par défaut, ce sera et. On peut donc choisir sujet, titre ou auteur selon ce que
le système propose par rapport à la collection. Et donc là, par exemple, sur le sujet information et numérique, j'ai 202 résultats et je les récupère de cette façon. Et ensuite, je continue mon parcours de la même manière que tout à l'heure, en accédant à des fiches documents et en étant... Alors là, j'ai activé quelque chose qui n'était pas prévu. Puisque, je vous l'ai dit, les choses sont cliquables. Donc, par exemple, l'auteur est cliquable, les éditions sont cliquables, etc. Donc, si je veux avancer dans la fiche document, il faut que je fasse attention. Voilà, de ne pas être sur un onglet cliquable. Et là, pareil, si je me dis, mes sociétés numériques, en fait, c'est rudement bien, ça m'intéresse comme sujet. Je peux avoir à nouveau la liste des documents qui correspondent. Voilà, donc je pense que ça vous donne en vraie grandeur et avec les vrais temps de réponse où nous en sommes. Donc on a encore du travail pour améliorer les temps d'accès, en particulier quand on sélectionne un thème à 3000, 5000, 8000 documents, parce qu'on est sur des temps de requêtage du catalogue qui sont trop longs pour un outil de visualisation interactif mobile qu'on a dans la poche, et on est en 2019. Donc ce qu'on accepte d'un catalogue classique quand on est bien installé dans une bibliothèque et qu'on se dit, bon ok c'est un peu long, mais voilà, c'est un outil qui existe depuis 30 ans, on le pardonne. Avec BiblioTouch, on ne pardonne plus parce que il y a une forme de promesse et de réactivité à certains moments qu'on s'attend à trouver dans tous les pans de fonctionnement de l'outil. Donc c'est ce à quoi nous travaillons en ce moment, ce qui est un projet bien plus grand que nous, c'est-à-dire bien plus grand que BiblioTouch, puisque ça suppose des interactions en termes d'écosystème, de réactivité du catalogue, de réactivité du site web, de nos systèmes d'information. Et évidemment, c'est un questionnement qui dépend des établissements. Donc, malgré tout, j'ai quand même réussi à vous montrer ce que je souhaitais montrer. Je ne sais pas pourquoi je suis sur une forme d'animation. Voilà. Mais donc, le contact, c'est toujours nciblab@nci.fr si vous avez des questions. Et je vous remercie d'avoir courageusement écouté et partagé avec moi le frisson du prototypage. Cette démo, très réussie, moi je trouve. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle à propos de ce projet BiblioTouch ou éventuellement aussi le label nciblab? On peut revenir dessus. Oui? Alors, comme on est sur Internet, on peut revenir en arrière et fonctionner avec l'historique des pages. Alors, je vais le faire avec le démonstrateur parce que comme il y a moins de documents, c'est plus rapide. Mais par exemple, si je décide d'entrer dans le thème logiciel, qui va quand même mettre un peu de temps à arriver, je pense, mais bon, c'est correct, et que ensuite je décide d'entrer là-dedans. Voilà. Alors là, c'était bien parce que comme ce sont des collections très récentes dans le pôle information numérique et médias, on avait plein de couvertures. Donc à l'époque, on n'avait pas encore développé la récupération de la cote et la disponibilité. Et qu'ensuite, je me dis, mais en fait, moi j'aime bien la collection First Interactive. Hop là, donc là j'ai tous les documents de la collection First Interactive. Ensuite, je dis, bon, alors très bien. Alors, bon, je ne sais plus où je suis, je ne sais plus ce que j'ai fait. Donc le premier mouvement, c'est de revenir en arrière. Donc ce qui manque, c'est premièrement un bouton retour au début. Même si, comme on est sur Internet, il y a un petit côté, je peux revenir à la maison comme sur n'importe quelle page web, même si BiblioTouch, vous l'aurez compris, n'est pas une page web comme les autres. Je peux revenir en arrière, c'est-à-dire où j'en étais à l'étape d'avant, voir où j'en étais 2 étapes d'avant. Ah mince, je sais pas ce qu'il faut. Ah mince, voilà. Alors je sais pas pourquoi ça. Ah pardon, ça marchait tout à l'heure. Eh bien, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas.
Alors, je vais le... Hop. Attendez, c'est pourtant bien mon fond d'écran. Qu'est-ce qui est fait? Non, c'est la manière dont tu as... Ah, c'est la manière dont j'ai navigué. ta barre d'outils. Oui. Tout à l'heure, j'ai réussi à le faire. Ah, je sais. Affichage. Non, c'est parce que j'ai essayé d'afficher le dernier système du PowerPoint. Mais je suis toujours sur un affichage 1, donc c'est bon. Oui, c'est bizarre. Non, là, tu verras. Il n'y a pas de deuxième écran. Hein. Je sais que c'est le genre de choses qu'on aimerait avoir tout le temps, mais ce que je vais faire, c'est que je vais fermer le PowerPoint peut-être, parce que tout à l'heure, finalement, est-ce que c'est mieux? Non, c'est pas mieux. Bon, eh bien, c'est donc la partie périlleuse de l'affaire. Mais en fait, quand on est sur Internet, avec le système page précédente, page suivante et retour à la page d'accueil, on peut quand même retrouver les étapes par lesquelles on est passé. Alors c'est vrai que cette question du repérage dans la navigation, c'est une question qu'on n'évacue pas du tout, parce qu'on s'est rendu compte à l'occasion des tests qu'on a réalisés lors de la semaine de l'innovation publique du mois de novembre dernier que l'immense majorité des humains avaient besoin de points de réassurance. D'abord parce qu'ils n'ont pas travaillé sur ce projet pendant 3 ans, eux, et ensuite parce que, en termes cognitifs, c'est important de pouvoir comprendre comment on est arrivé au point où on est en ayant un certain nombre de résultats sous les yeux, même si ces résultats nous intéressent. Donc quand je parlais de points ergonomiques à compléter et à coder, ça fait partie des options. Notamment, rappeler quel type de recherche nous mène à cet écran de résultats systématiquement et pas uniquement en choisissant un thème. Proposer des fonctions de tri plus systématiquement et pas uniquement dans la vue zoom la plus détaillée. Être en mesure de comprendre quel type de recherche j'ai faite, de ne changer qu'un mot dans la recherche que j'ai faite et d'avoir un nouvel arsenal de résultats, un peu comme dans un catalogue classique ou un peu comme dans Google, disons-le, alors que pour l'instant, on est encore dans un fonctionnement où je dois revenir à l'étape d'avant, changer quelque chose et puis relancer la recherche. Donc, c'est un peu une sorte de porte à entrebâiller sur un monde à explorer, parce que l'idée que nous en avons, c'est de pouvoir créer un socle de services cohérent, c'est-à-dire présenter la collection de la bibliothèque avec de réelles données bibliographiques, l'explorer à différents niveaux de zoom, créer un parcours qui ne soit pas intimidant, qui permette de ne pas se positionner comme un utilisateur qui sait ce qu'il veut, qui a déjà créé son équation de recherche, qui maîtrise le langage documentaire et pouvoir quand même entrer dans la collection. En fait, c'était cette question du ticket d'entrée aussi qui était très importante. Et ensuite, techniquement, quasiment rien n'est impossible. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est du temps de développement ensuite. Alors, comme le principe, c'est de déposer le code en open source, là, ce sera clairement fait avant l'été, dans sa première version et sans doute dans sa version 1.1 autour de la rentrée universitaire 2019, c'est qu'un certain nombre de professionnels puissent s'en saisir et commencer à travailler avec, le tester, l'améliorer, etc. Un peu sur le principe du fonctionnement de COA, qui est le système documentaire que l'ENSIB a choisi pour ses collections, qui est le principe d'un système communautaire libre dont le code est parfaitement disponible. Et ensuite, ce sont les membres de la communauté d'utilisateurs qui le font vivre et qui le font évoluer. Donc c'est aussi pour cet aspect-là que ce projet est innovant, puisque à la fois en termes de pilotage, de réalisation et de positionnement de l'ENSIB
vis-à-vis d'une communauté élargie d'utilisateurs, on est dans une forme d'inédit. Merci. Une autre question ? Je voudrais juste savoir si le système est axé principalement sur Raoult. Oui. Ou bien, je pense plutôt pour les spécialisés qui n'utilisent pas forcément Raoult. Alors, oui. Vous l'avez confié à un autre langage, à un autre logiciel. Oui, mon capitaine. C'est-à-dire que nous avons utilisé le système de la classification et de l'indexation matière rameau parce que c'était celui de l'ENSIB, mais la manière dont nous avons codé l'outil, c'est vraiment d'utiliser un système de classification qui bénéficie d'un thésaurus. Donc ça peut tout à fait être l'indexation MEJ, ça peut tout à fait être un thésaurus de société savante, c'est parfaitement adaptable. Donc dans l'absolu, ça pourrait être complètement sur un autre type de collection. Un autre type de collection. Je prends une collection d'objets qui est un thésaurus de description Gartner. Absolument. Comme si derrière vous faites un fonctionnage OAI, c'est-à-dire vous proposez uniquement sur du Unicor. Oui. D'accord. Et il y a une question par rapport au Unicor. Je me demande comment vous mentionnez un Unicor. Est-ce que vous mentionnez un Unicor via l'OAI? Parce que je me demande comment vous avez fait rentrer la disponibilité. Alors, on moissonne les notices bibliographiques en Dublin Core. Et en fait, la disponibilité nous est fournie par une API de notre système d'information. Comme quand un outil de découverte récupère la disponibilité des exemplaires. Voilà. J'ai aussi une question oui. Par rapport aux facettes. Parce que je sais que les facettes, par exemple, personnellement, je trouve que c'est des outils très pertinents pour faire une visualisation, par accession à l'accessibilité aux consommateurs ou place de la défense, qui puissent être placés sur les facettes. Pourquoi vous avez écarté cette possibilité pour faciliter la... Alors en fait, la manière dont on a géré ce que les facettes font dans les outils classiques, c'est que cette information-là est contenue dans chaque fiche document. Et c'est la fiche document avec ses points d'accès spécifiques, susceptibles de m'intéresser, qui joue le rôle du facettage sujet. Et le début de la fiche document avec le lien actif vers la collection, le lien actif vers l'édition, le lien actif vers les auteurs et le lien actif même vers la date de publication me permettent de créer de nouvelles listes, exactement comme les facettes permettent de sélectionner une année précise pour avoir une nouvelle liste de documents, ou un éditeur spécifique, ou un auteur spécifique, ou un sujet spécifique, bien que dans les outils de découverte actuels ou dans les catalogues actuels, le facettage sujet et autorité matière soit beaucoup moins détaillé. Et après, on se heurte aussi à des problèmes d'ergonomie parce que le menu de facettes, il ne peut pas être si long que ça. Donc, il y a un ensemble de premiers types de facettes qui sont proposés avec des possibilités de dérouler des formes de menus, mais le nombre de menus est forcément limité. Donc là, finalement, en quelque sorte, on a encapsulé ce facettage dans chacune des fiches documents, ce qui fait que chaque document devient une clé de découverte pour l'ensemble de la collection. Normalement, il arrive un point au moment des ateliers où les personnes à qui je présente la réflexion et l'outil finissent par me dire « Bon, j'y réfléchis, je vous écris ». Donc, si vous en êtes arrivé à ce point-là, vous avez deux moyens. Donc, soit l'adresse générique ensib.fr, soit directement mon adresse à l'ensib, delphine.merien@ensib.fr.
Je vous en prie. Merci. Merci à vous trois. Et merci à vous d'être venus. J'en profite pour vous rappeler le prochain lundi numérique qui aura lieu le 13 mai. Nous accueillerons David Bianic de l'École nationale supérieure des arts décoratifs et il nous parlera des données comme médium, donc un sujet aussi vaste. Voilà, merci de votre attention et bonne soirée à tous. Merci à vous. beaucoup.